de la sortie des nouveaux vieux des rhums biels, nous avions rendez-vous avec Nicolas Tarian afin de découvrir ces nouveautés en avant-première. Bonsoir tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Nicolas. Je suis donc le représentant de la distillerie Biel en Guadeloupe. Donc ce soir, on a choisi de vous faire une line-up très particulière. Alors, pour la dégustation de ce soir, je vais quand même revenir sur les classiques un petit peu, donc vous présenter un peu la distillerie, vous présenter un peu les classiques de la distillerie, et on va après arriver sur la dégustation. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Là, on a fait un choix particulier de line-up avec Johan. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, dans un premier temps, donc, la distillerie Biel est à Marie-Galante. Donc, c'est l'une des 3 distilleries en marche sur le rhum agricole. Donc, il y a 4 distilleries sur Marie-Galante, 3 agricoles et 1 industrielle. Donc, il y a Biel, Perlaba, Bellevue et après, il y a l'usine de canne à sucre, de sucre de Marie-Galante. Donc le rhum de Marie-Galante est réputé pour être à 59 degrés, pour pas mal de facteurs historiques et juridiques. Et en fait, on a quand même gardé ce droit de produire du rhum à haut taux d'alcool. Donc en fait, pour les Marie-Galantais, le 59 degrés, c'est le rhum de base. Le 50 degrés, c'est vraiment quand il n'y a plus rien dans les magasins. Voilà. Donc c'est vrai que ce soir, j'ai sorti le 59 degrés et c'est aussi une idée que Johan m'a sifflée. Donc c'est intéressant pour rincer les verres. J'ai pris de l'eau, mais c'est vrai qu'on est sur une dégustation, autant aller sur l'eau de vie. Et c'est également quelque chose d'intéressant pour préparer le palais. Alors c'est un facteur, c'est un fait, c'est plus on boit, plus le palais va être préparé à avoir quelque chose de fort. Donc on n'est pas alcoolique, quoi. Donc ceux qui veulent, ils pourront commencer par une dégustation du 59 degrés avec de l'eau, sinon on passera directement sur les rhums vieux. Donc la distillerie Biel en tant que Biel existe depuis 1975. On est réputé sur le rhum blanc à 59 degrés, mais surtout sur les rhums vieux millésimés. Les rhums vieux millésimés, alors je tiens à le préciser, le millésime par définition sur les alcools distillés, c'est un rhum où il y a une date de mise en fût et une date de soutirage. Comme ça en fait il y a une transparence sur le mode de vieillissement et le temps de vieillissement. Sur l'IGP Guadeloupe, un millésime, la définition, c'est un rhum qui a passé minimum 6 ans dans un fût, suivi d'une notion de date. Donc, quand on part sur l'IGP, un millésime, il faut qu'il ait minimum 6 ans. Par contre, quand on englobe tout sur les alcools distillés, le millésime englobe le fait que il y ait une traçabilité. Alors, ce soir, je vais vous présenter particulièrement celui-là, ce rhum-là. C'est un rhum vieux de 3 ans qui est le premier blend qu'on fait chez Biel. Donc c'est pas un millésime, je vous expliquerai après pourquoi. Donc la distillerie en tant que telle existe depuis 1975. Elle a évolué au cours du temps en fonction des mouvements économiques de Marie-Galante. Donc il faut savoir que les Antilles étaient le Graal pour les matières premières pour l'Europe. Donc les Antilles ont évolué aussi en fonction de la matière première. La distillerie a été d'abord une production de sucre, ce qu'on appelait une sucrote à l'époque, et a évolué en production de café et de cacao. Depuis quelques années, du coup, la distillerie ne fait que du rhum. Donc la Marie-Galante est connue pour être l'île aux 100 moulins. Il y a à peu près 105 moulins sur Marie-Galante. Tout simplement parce que Marie-Galante a une terre très propice à la pousse de la canne. Donc on est sur un terroir calcaire, sur une île qui est plate, donc c'est la Grande Galette pour ceux qui connaissent. Et on est sur un climat qui est régulier, ventilé et chaud toute l'année. Et c'est un climat qui est parfait pour la pousse de la canne. On est à peu près sur le même terroir que la Barbade. Donc en fait sur ce type de terre, la canne va pousser, elle va être de très bonne qualité. Alors c'est un peu prétentieux, mais souvent les Marie-Galantais, c'est ce qu'on dit, en tout cas dans le milieu de la canne, c'est que la moins sucrée des cannes de Marie-Galante sera quand même plus sucrée que la plus sucrée des cannes de Guadeloupe. On est un peu chauvin aussi, voilà. Mais bon, c'est ça. En fait, c'est juste qu'il faut savoir que voilà, sur ce type de terroir, on a vraiment une richesse qui est invraisemblable. On est parmi les meilleurs terroirs du monde pour la canne à sucre. Alors comme vous pouvez le savoir, la canne, c'est un végétal qui existe. Je crois que c'est le végétal qui a le plus de catégories et de races.
Donc on a tout type de cannes, des cannes fines, des cannes épaisses, de toutes les couleurs. Donc vous êtes adhérent, je pense que vous avez goûté pas mal de rhums de différentes couleurs et de différentes variétés. Sur la canne de Marie-Galante, en fait, comme vous savez peut-être, on fait aussi la canne grise, qui est une canne qui est d'origine pareille de la Barbade, et qui est une canne qui prend pratiquement 1 an pour arriver à maturité. Donc là, c'est aussi un process qui va déterminer le taux de sucrosité, la fibrosité et aussi la richesse de la canne. Donc la canne grise en l'occurrence, elle prend pratiquement 1 an pour arriver à maturité, donc elle va être très fibreuse, très fine, et quand on va la distiller, on va avoir une richesse qui est exceptionnelle. Donc on va avoir quelque chose de plus gras. Alors je vous donne beaucoup d'informations un peu en vrac, parce qu'en fait sur la dégustation, vous allez voir que je vais capter un peu des infos un peu partout. Sur le rhum blanc, quand on le distille sur la distillerie avec notre façon de distiller, on sort un distillat, un brut de colonne qui sort entre 70 et 85 degrés. Donc plus le taux de sucre est important sur la canne, plus l'alcool va être fort. Et ensuite, on rajoute de l'eau pour diminuer le pourcentage d'alcool. C'est très important d'avoir une qualité d'eau, une bonne qualité d'eau, c'est ce qui va définir aussi la rondeur du rhum. C'est pour ça que certains rhums à 59 degrés ou à 50 degrés vont être plus souples, plus élégants en bouche que certains alcools à 30 degrés. Je fais par exemple la comparaison avec certaines tequilas où vous avez des alcools à 30 degrés et pourtant c'est super sec, on a la petite larme à l'œil. Sur le rhum, bon, on a quand même la larme à l'œil mais il y a 30 degrés en plus. Donc voilà, alors pour la dégustation de ce soir, on voulait vous présenter quelque chose d'original. C'était un peu délicat parce que pour ceux qui étaient là l'an passé, on a fait une dégustation donc, au Newty Paris où on avait présenté tous les millésimes qui étaient chez Biel, du plus jeune au plus vieux. Donc c'était un peu délicat de vous surprendre du coup. Alors sur ce soir, on a travaillé avec Johan justement pour vous proposer quelque chose d'exclusif et en avant-première. Alors ce soir, je vais vous présenter donc le rhum vieux de 3 ans qui est une édition blend, donc un assemblage de plusieurs fûts qu'on a sorti principalement pour le réseau restaurant et hôtel. Et ensuite, je vous présenterai le 2006, donc qui est un millésime qui est collector avant même d'être sorti. Je vous explique parce qu'en fait, à la base, on devait l'avoir, cette bouteille-là, je devais avoir un échantillon. Donc ils nous ont donné le privilège de déguster la bouteille numéro 1. Donc vous allez voir que la bouteille, la distillerie, c'est très artisanal. Tout est marqué souvent à la main, le pourcentage d'alcool. Donc vous inquiétez pas, si vous voyez des bouteilles de chez nous où c'est marqué à la main ou où il y a une étiquette qui est collée, c'est que c'est fait manuellement. C'est pas qu'on n'avait plus d'encre dans la machine, c'est que ça évolue au cours du temps. Est-ce que pour commencer, vous voulez un petit sec de rhum blanc 59 degrés? Bon, alors vous pouvez vous rapprocher. On va essayer de respecter les conditions sanitaires de 1 mètre et 6 personnes à la fois. Mais si vous voulez prendre le petit feu de départ, vous êtes les bienvenus. Ça va préparer le palais à avoir quelque chose de fort et votre palais sera plus réceptif à certains aromates. Alors le rhum à 59 degrés, juste un petit point historique. Si vous voulez, à Marie-Galante, pour faire le transport de l'alcool, comme je vous disais tout à l'heure, plus l'alcool est fort, moins il y a d'eau dedans. Donc plus on le réduit, plus le pourcentage d'alcool diminue. Le 59 degrés, initialement on le faisait sur Marie-Galante par rapport à des restrictions sur l'eau. Et c'était également par rapport au transport. Le transport se faisait auparavant dans des barriques, donc dans des fûts. Plus l'alcool était fort, moins il y avait de fûts à transporter. Et la réduction se faisait en Guadeloupe ou en métropole. On a gardé ce privilège. Donc certaines personnes disent que c'est un oubli. Moi, je pense que c'est plus un privilège d'une appellation marie-galantaise. Donc le 59 degrés classique, vous allez, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir un peu. Sur la dégustation sèche, contrairement à la canne grise, on va avoir une sensation en bouche qui est un peu différente. Sur le rhum blanc classique, on va d'abord avoir les attaques des alcools. Donc ça reste un 59 degrés, une distillation avec une variété de canne classique. Quand je dis classique, c'est la plus cultivée à Marie-Galante. On va d'abord avoir le côté alcooleux qui va sortir,
qui va un peu agresser le palais, et après on sent les 59 degrés couler. Et vous allez voir que les arômes vont se libérer en fin de bouche. Je vous dis ça parce que contrairement avec la canne grise, par exemple, la canne grise, on a une sensation différente. On a d'abord le côté frais et végétal de la canne, et ensuite on a les 59 degrés qui coulent. Donc on a vraiment l'effet inverse, l'effet qui se coule. Là c'est d'abord chaud et après froid. Juste pour information, les deux produits sont déjà sortis sur Marie-Galante. Je vous dis ça parce que en fait, initialement, le 2006 devait sortir en 2021, mais par rapport à l'événement qu'on a fait aujourd'hui, on s'est boosté pour qu'il sorte un nombre d'éditions pour Marie-Galante. Sur Marie-Galante, on n'a pas encore... Alors, les bouteilles sont déjà en vente, mais il n'y a aucune bouteille qui n'a été vendue, donc pas encore goûté. Les seules dégustations qu'il y a eu sur la distillerie, c'est en interne. C'est-à-dire que même moi, je l'ai goûté, mais en sortie de fût. Donc j'espère avoir une bonne mémoire aromatique, mais je vais peut-être découvrir des choses avec vous. Donc pendant que vous sirotez le petit sec, je vais commencer la description du 3 ans. Alors juste pour vous planter un peu le décor, on a une tendance actuelle sur les rhums vieux il y a un phénomène de consommation qui est assez importante maintenant. Donc en termes économiques, on est l'alcool qui est le plus vendu, qui a eu la plus grosse progression en 2019. Donc on n'est pas dans la catégorie des vins et des champagnes, mais on est quand même sur le rhum agricole, l'alcool qui a eu la plus haute progression en grande distribution. Il y a un phénomène qui se présente actuellement, c'est le phénomène de Tiponche Royal ou Morito Royal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce type de produit-là. Et en fait, c'est le Tiponche ou le cocktail qui est fait à base de rhum vieux. Donc les puristes diront, ouh là là, faut pas. Mais en fait, on a beaucoup collaboré avec les restaurateurs et dans le milieu hôtelier. Et ils nous disaient que le problème avec nos rhums vieux, c'est que c'est vrai que même les plus jeunes, il y a une richesse aromatique qu'on va perdre en mélangeant. Donc c'est aussi un principe de puriste, c'est que le rhum vieux, normalement, il se boit à température ambiante, sans ajout de matière. Pas de sucre, pas de jus, sinon c'est sacrilège. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son millésime, bien sûr. Donc en fait, on a travaillé sur un rhum vieux, une entrée de gamme, qui serait intéressant au palais et qu'on puisse mélanger pour des tiponches, pour les cocktails, mais qu'on puisse également déguster sec. Donc le 3 ans en l'occurrence, on est sur le premier batch qui est un assemblage de fûts de Bourbon ancien et fûts de vin blanc prestigieux. Alors généralement sur les éditions comme ça, sur les blends, ce qu'on cherche à avoir sur une distillerie, c'est une stabilité du produit. Contrairement au millésime, le millésime, on va avoir une personnalité du produit et une fois que les fûts sont finis, c'est terminé, on passe à autre chose. Donc c'est l'exemple du 2006, vous allez voir, pour ceux qui ont goûté le 2002, on est sur des arômes complètement différents. Donc si vous êtes prêts, on va commencer la dégustation du 3 ans. Donc on va refaire du 2 par 2. Alors sur le vieillissement, je répète souvent la même chose. Vous savez, le phénomène de vieillissement en tout cas, sur les rhums en général, vous avez le phénomène où vous mettez un rhum qui est fort en alcool et faible en arôme. Plus on vieillit, plus le rhum vieillit, plus la courbe s'inverse. Ce qu'on cherche à avoir sur un rhum vieux, c'est l'équilibre. Équilibre arôme et alcool, ou que les arômes prennent le dessus, mais que ça reste équilibré. Il ne faut pas que qu'il y ait une saturation d'arôme. Sinon, il y a un gap qui n'est pas très intéressant. Généralement, sur les appellations ambrées, on a l'inverse. Les alcools sont forts, on a un petit peu d'arôme, mais il y a un déséquilibre. Là, sur ce 3 ans-là, je vous dis ça parce que quand je l'ai goûté, moi, j'ai eu des sensations. Alors, pour la dégustation, pareil, je ne vais pas donner mes notes de dégustation, tout simplement, si je vous guide, si je vous dis il y a un goût de chocolat, vous allez être conditionné, vous allez trouver le chocolat, enfin, votre cerveau va chercher le chocolat. Donc là, on va essayer d'être un peu... Enfin, tout le monde va essayer de donner un peu son avis, mais en fait, dites-vous que comme c'est un jeune rhum vieux, il va avoir la présence de ce qu'on appelle de la sucrosité. La sucrosité, ce sont les arômes de sucre sans le sucre. C'est la petite subtilité. Et plus le rhum va vieillir, plus ces arômes de canne à sucre vont disparaître. Et on va partir selon le fût, selon
la qualité du rhum blanc sur des arômes qui sont plus ou moins typiques. Quand vous le mettez en bouche, prenez toujours une petite gorgée et mâchez-la, mélangez-la à la salive. Ça prépare également le palais à recevoir quelque chose de fort et les alcools font le travail. Il faut savoir que c'est un produit qui est vivant dans le verre. Il ne va pas avoir le même caractère au début et à la fin. Tout simplement parce que ce sont des alcools. Il y a une multitude d'arômes qui sont combinés, qui sont volatiles, qui sont liquides. Donc plus vous allez l'oxygéner, plus il va prendre des valeurs aromatiques différentes. Donc une fois que vous l'avez mis en bouche, que vous l'avez mâché un peu, que vous avez mélangé à la salive, vous reprenez une deuxième gorgée et vous allez voir que vous n'allez pas avoir la même puissance alcooleuse et pas la même puissance ressentie aromatique. Donc sur ce rhum, c'est pas forcément, comme c'est pas un brut de fût, on n'a pas ce passage obligatoire en bouche où il faut vraiment agresser le palais pour recevoir quelque chose de plus souple après. On est sur du 41 degrés, mais on va avoir vraiment cette sensation que le liquide tapisse le palais. C'est ce qu'on recherche. Donc généralement en fait sur Biel, les rhums vieux, les entrées de gamme qu'on fait, c'est du 4 ans en général. Donc vous avez, pour ceux qui connaissent un peu nos produits, nos entrées de gamme, ce sont les bouteilles fines, 2000 litres. On a eu donc le 2006, le 2009, le 2011, le 2014 et maintenant on est au 2015. 2015 qui est une version de 5 ans. Sur nos rhums vieux, on fait souvent le choix de partir sur du minimum 4 ans parce qu'on estime que l'équilibre n'est pas atteint avant. Donc je vous dis, c'est le maître de chez qui a ce travail de magicien des fûts et qui va rechercher l'équilibre. Sur ce rhum vieux, il a mélangé des fûts de Bourbon et des fûts de vin prestigieux, du vin blanc prestigieux. Alors sur les caractéristiques du fût, il faut savoir que le Bourbon américain, on est sur les fûts les plus utilisés chez Biel. C'est des fûts qui vont souvent faire ressortir le côté fruit cuit, le côté empyromatique, donc vanillé, épicé. A contrario, les fûts de vin blanc prestigieux, qui sont du chêne français, qui ont tendance à être plus denses, vont donner plus de charpente, plus de tanin. Et sur l'assemblage, justement, c'est pour ça que c'est un métier qui est formidable, le maître de chez, c'est qu'il va goûter un millésime, il va se dire « Ah ouais, il manque un petit peu de tanin. Bon allez, je vais faire un houillage sur ce fût-là. Il est un petit peu trop saturé en ça, je vais le faire passer en fût de cognac. » Et en fait, c'est que ça qu'il fait. Donc, le métier de maître de chez, c'est un métier qui s'apprend sur le tas et je pense qu'il n'y a aucun maître de chez qui ont moins de 50 ans par rapport à ça, parce que c'est que par expérience. On sent le côté plus vieux, ça vient vraiment du côté du fût de Bourbon, mais c'est des fûts de Bourbon anciens. Et en fait, c'est ça, en fait, ce que vous avez dit, c'est vraiment très très intéressant parce que si on utilise un fût de Bourbon neuf, on va vraiment pas avoir les mêmes notions. On va avoir beaucoup plus de tanin, beaucoup plus de ce côté sec. Voilà, et ce côté, oui, pas forcément agréable en bouche, il faut le rincer quoi. Donc c'est vrai que là on est sur quelque chose de plus voluptueux, plus souple, un peu plus gras. Mais il ne faut pas oublier que c'est un jeune rhum vieux, c'est un petit adolescent. Donc, alors, je me permets en fait, sur moi la dégustation, quand j'ai commencé à le déguster, au nez j'ai vraiment senti une compotée de fruits. J'avais l'impression d'avoir ce côté un peu confiture de fruits qui ressortait un petit peu. Alors c'est particulier parce que justement sur les rhums vieux en général, on n'a pas ce côté un peu sucré. Là, c'est comme je disais tout à l'heure, le fait que ça soit un jeune rhum vieux, l'explosion aromatique de la canne reste présente. On est sur quelque chose d'assez linéaire, ça explose en sucrosité. Après en bouche, je l'ai ressenti encore, ce côté un peu compoté de fruits. Et sur la dégustation un peu plus longue, donc en oxygénant, en laissant respirer, là je pars sur des notes un peu plus empyromatiques, donc plus vanillé, avec des notes un petit peu d'amande, mais vraiment légères. Je dirais des notes de poivre aussi qui sont... Oui, et ça généralement les notes de poivre viennent avec le côté alcooleux qui donne cette dimension épicée. Alors il faut savoir que justement, il n'y a pas de mauvaise réponse sur la dégustation. Quand on fait une dégustation en professionnel ou en amateur, on cherche généralement les petites subtilités. Ah, il y a un petit côté safran qui apparaît à la 3e seconde. Bon, on n'a pas tous le même palais. On ne va pas avoir les mêmes ressentis et on ne va pas avoir la même façon de l'exprimer. Je vous dis parce que, en fait, selon le dentifrice que vous utilisez, si vous fumez, si vous avez mangé quelque chose de sucré auparavant, vous n'allez pas avoir le même ressenti.
Moi, je sais que quand j'ai commencé sur la dégustation, bah, quand je notais mes fiches, c'était ouais, bah, ça sent le feutre que j'avais en sixième, voilà. Mais en fait, pour avoir des notions, après je recherche, je me dis bon bah oui, mais c'est de la frangipane, c'est des choses comme ça. Mais en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est pas je vais trouver des subtilités aromatiques et vous les trouvez pas et donc il y a une frustration. Non. Au contraire, moi des fois j'arrive avec le maître de chez. Donc le gars il a un grade, je dis ouais mais moi je ressens du réglisse, je ressens ça, il va me dire ah ouais t'as pas tort. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. J'ai tendance à donner un genre au rhum. Alors c'est pas le public à qui c'est destiné, mais c'est plus la personnalité du produit. Généralement chez Biel, je trouve qu'on a deux types de produits. On va avoir le côté masculin et le côté féminin. Sur les bruts de fût, généralement on a ce côté brut, un peu explosif en bouche, un peu agressif, on le sent couler. On fronce un peu les sourcils et ça passe. Il a de la longueur en bouche et il a de l'explosivité. Les produits féminins, je partirais sur quelque chose de plus rond, de plus élégant, plus gracieux, plus gras, plus voluptueux. Un rhum où il y a un équilibre plus sur justement le gras, enfin l'élégance. Généralement, les rhums réduits chez nous, on a ce côté élégant. Ce rhum-là, on est sur une personnalité assez particulière. Moi, je dirais que ça serait un ado. Donc, c'est un peu sec. Il veut avoir de l'agressivité, mais ça reste quand même pas très puissant. Donc, on a une petite explosivité, comme j'ai tendance à dire, linéaire. Donc, c'est comme ça explose en bouche. Et après quelques secondes, il disparaît. C'est mon ressenti. Je conseille souvent, quand vous partez sur des bons rhums vieux, donc chez Biel ou sur d'autres maisons, de ne pas le mélanger et de le boire à température ambiante. C'est vraiment par expérience, on a déjà essayé, bon, on a tous fait des trucs, on s'est dit bon ben je vais mettre le rhum au congélateur, peut-être qu'il sera plus frais, il sera meilleur. Généralement ça givre les arômes, c'est pas intéressant. Après quand c'est trop chaud, on sent trop les alcools et là on pleure pour autre chose. Donc en fait c'est vraiment température ambiante. Température ambiante, je tiens à préciser, donc en Guadeloupe. Hein. Parce qu'en France, la température ambiante, généralement, quand je dis ben oui, nous on stocke à température ambiante, il faut stocker à 27 degrés, ils font vraiment. C'est pas pareil chez nous. Quoi. Donc on sent quand même les watts, on sent quand même ce côté 41 qui passe. Donc il y a moins de longueur forcément qu'un brut de fût et moins de complexité aromatique qu'un rhum plus vieux. J'ai une question. Tu avais parlé de fût américain bourbon ancien et vin blanc prestigieux. Oui. Tu n'as pas le droit de dire le nom du vin. Alors c'est particulier, vous savez en fait sur les échanges entre les différentes maisons en tout cas d'alcool, on a un principe où on ne communique pas le nom de la personne. C'est un principe qui fait que, qui est écrit sur le fait que si on fait une erreur avec leurs matériaux, c'est notre problème, c'est pas le leur. Donc là je peux vous donner l'information juste que c'est une maison de Sauternes, une grande maison de Sauternes qui utilise leur fût qu'une fois. Donc la particularité quand on utilise les fûts qu'une fois, c'est qu'on garde le côté tannique du bois. Et le Sauterne, qui est un cépage qui est sucré et assez liquoreux, va tendance à tapisser et faire une enveloppe sur le fût. Donc sur le vieillissement, on va avoir quelque chose de plus, du coup, tannique, plus de charpente. Mais il va donner une dimension, enfin un peu fruit exotique avec le rhum. L'équilibre est là. Et c'est vrai que le choix de ne pas communiquer, enfin après généralement tout le monde pour ceux qui connaissent un peu les rhum, les libérations, c'est la même gamme de fûts qu'on utilise. Donc c'est du Sauterne et c'est pas du Chablis. Voilà. Et c'est quelle durée dans chacun? Alors je ne sais pas exactement le temps par fût. Je sais qu'au total c'est 3 ans de vieillissement. Là je pense que alors, je ne vais pas m'aventurer à vous dire des bêtises, mais je pense que vu l'intensité en bouche, on partirait sur 2 ans de Bourbon et 1 an de fût de Sauterne. Tout simplement parce que le Sauterne, comme je vous disais, donc c'est du fût de bois noble. Quand c'est du chêne français, on appelle ça du bois noble. Ça va apporter beaucoup de tanin. Donc quand c'est trop saturé en tanin, c'est sec. En fait, ça pique. On a vraiment l'impression d'avoir de la charpente en bouche. Et c'est pas intéressant. Au tout début, la distillerie, on ne faisait pas de millésime. Avant 94, alors il faut savoir que c'était pas un produit, le rhum vieux, c'était pas un produit à la mode.
La distillerie a toujours fait des rhums vieux, donc surtout depuis 1985, il me semble, ils ont vraiment commencé à faire des belles carafes, des expériences. Mais avant, c'était pas millésimé, en tout cas, c'était pas communiqué comme un millésimé. Vous voyez que les bouteilles d'avant 94, c'était des rhums hors d'âge, généralement. Les carafes qu'on avait, il n'y avait pas d'année dessus, il n'y avait pas d'information. Et même moi, des fois, comme j'échange avec certains d'entre vous, on me pose des questions sur des fûts, des millésimes, enfin des rhums vieux, excusez-moi. Et quand je cherche l'information, je ne peux pas l'avoir parce que c'est un des maîtres chais d'il y a de 90 qui avait fait sa sélection et qui a mélangé peut-être des fûts. Et je n'ai pas les informations. Et il n'y avait pas cette transparence à l'époque sur les assemblages ou les choses comme ça. Je vous dis ça parce que c'est pareil pour par exemple le vieil oublié, on en discutait, on n'arrive pas vraiment à dater ce rhum vieux. On a mis 2001, mais c'est parce que le fût a été daté en 2001, mais le fût était là depuis avant 2001. Donc en fait c'est des informations, on reste un peu vague parce qu'on n'a pas les informations. Le but de ce produit, c'est qu'il soit accessible. C'est pour ça qu'on n'a pas fait, on aurait pu faire une entrée de gamme d'un millésime, de se dire bon ben on prend 5 fûts de mêmes années, de 3 ans et on fait un millésime. D'office on est sur une édition limitée, donc on part sur des prix un peu plus importants. Alors je ne vais pas raconter de bêtises, mais en gros ce rhum vieux là va être vendu entre 30 et 35 € à la distillerie. Il faut savoir que l'ambré premium de notre gamme Biel est vendu à peu près à ce prix là. Et après le rhum vieux de 5 ans, donc par contre cette fois-ci en demi-litre, est vendu également à ce prix-là. Donc c'était un peu notre bataille aux commerciaux de Biel, c'est de pouvoir proposer ce produit aux restaurateurs et qu'ils puissent forcément avoir que ça soit gagnant-gagnant en fait. Donc oui, en gros, ça sera une trentaine d'euros à la source. Après, plus vous allez avoir d'intermédiaires, forcément, plus le prix, nous, on ne le maîtrise plus, et plus vous pouvez tomber sur des écarts qui ne sont pas significatifs. L'avantage de la distillerie, c'est qu'on est indépendant. On fait beaucoup d'expériences. Et je te dis ça parce que, en fait, notre brut de colonne qu'on a sorti, qu'on a commercialisé cette année, à la base, on avait fait une première sortie, qu'on avait fait passer en foudre de chêne. On avait expérimenté et on s'était dit qu'il y avait une belle odeur, mais quand on le goûtait, on restait un peu sur notre faim parce qu'il était trop sec. Et le deuxième brut de colonne qu'on a sorti, on l'a un peu plus travaillé et on a sorti quelque chose que je trouve excellent. Sur le vieillissement, on a énormément d'expériences en cours. De la canne grise, du brut de colonne, du rhum à haut taux d'alcool, du rhum à taux d'alcool très bas, des passages dans des petits fûts, dans des petits foudres, dans des grands fûts. En fait, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez Biel, c'est que c'est très polyvalent déjà. Comme je vous dis, là je fais la dégustation. Ce matin, j'étais en train de charger des cartons. Il y a 2 mois, j'étais en train de nettoyer une plage. Enfin bon, c'est très polyvalent. Et du coup, sur le vieillissement, c'est ce qui est intéressant, surtout pour le maître de chai, c'est que c'est son terrain de jeu et il n'a pas vraiment de contraintes. On ne va pas lui dire non, il nous faut absolument que le rhum sorte à telle date, quelle que soit la qualité. Ou quel que soit le degré, on fait un assemblage. En fait, c'est ce qui est intéressant. C'est pour ça qu'en fait, on a une multitude de références chez nous. C'est parce que en fait, le maître de chai et ses collaborateurs disent celui-là, on peut le sortir maintenant. Et à contrario, certains millésimes qui sont en rupture et qu'on veut remplacer, on ne se précipite pas pour les remettre sur le marché parce qu'on estime qu'il manque un peu de maturité. Je parle par exemple du brut de fût. Le brut de fût, la première édition, c'était un 6 ans. On s'est un peu précipité pour le sortir. Il était bon, il était équilibré, mais il n'a rien à voir avec le 8 ans. Et en fait, là, on est sur la fin du 2012, 8 ans. On aurait pu sortir un millésime tout de suite. On a des chais, on a des fûts, on a des millésimes, on en fait un. Non, en fait, celui qu'on a sélectionné, il sortira courant 2021, mais pas tout de suite après. Il y aura une pénurie de brut de fût, je tiens à vous l'annoncer. Voilà. Mais du coup, oui, il y a des vieillissements à haut taux d'alcool. Et un petite info un peu inédite, c'est que nous, la plupart de nos vieillissements sont à haut taux d'alcool. Sur les bruts de fût qu'on a, les rhums ne sont pas mis à 59 degrés en vieillissement. Ils sont mis à plus haut taux d'alcool. Et ils ne sont pas réduits. Certains rhums vieux, comme par exemple, je pense au 2008, qui est le 10 ans de chez nous, il est mis pareil à haut taux d'alcool, mais pour avoir l'équilibre, on rajoute de l'eau de pluie pour l'équilibrer.
mais on diminue pratiquement de 10% le pourcentage d'alcool. Sur les brutes de fût, on ne le diminue pas du tout, mais c'est des rhums qui étaient à plus de 60 degrés en vieillissement. Donc pas forcément à 70, 75 ou 85 sur des doubles distillations, mais c'est quand même des rhums qui sont à haut taux d'alcool. Je voudrais savoir la différence entre les rhums miel, ce qui est là, et les rhums de Marie-Galante, dont le vieil oublié, le 2008, 2005, 2003. Alors pour la petite histoire, les rhums vieux de Marie-Galante, à la base, c'était un partenariat avec les 3 distilleries de l'île. C'était un chai qui a été créé pour faire du vieillissement en commun. Sauf que à la création de cette société, les 2 autres distilleries sont sorties. Et nous, on est restés les seuls. La particularité du rhum vieux de Marie-Galante, c'est que généralement, il y a un passage en foudre de chêne sur le finish qui va apporter plus de tanin au rhum. Sur la commercialisation, à la base, les rhums vieux de Marie-Galante étaient destinés à un client en métropole qui avait fait une sélection et qui voulait distribuer. Nous, on a quand même gardé un quota. Et voilà. Donc après, c'est aussi des avantages pour nous d'avoir 2 structures parce qu'on fait des expériences sur un type de vieillissement sur bielle et un autre type de vieillissement sur les rhums vieux de Marie-Galante. Je vous dis ça parce qu'en fait, on s'est un peu emmêlé les pinceaux. À la base, le logo qu'il y a sur l'ambré premium, la charrette dorée, elle ne devait pas apparaître. C'était vraiment le logo des rhums vieux de Marie-Galante. Le rhum bielle, c'est le bateau. Et en fait, il y a eu un quiproquo sur l'impression des étiquettes. On s'est retrouvé à avoir un ambré premium avec le logo des rhums vieux de Marie-Galante. C'est aussi un peu les inconvénients et les avantages d'une petite distillerie, c'est que voilà, c'est humain. Donc on fait des erreurs. Mais la différence, c'est ça, c'est le type de vieillissement. Et sur la sélection des fûts, c'est un peu différent. Donc on est sur les rhums vieux de Marie-Galante, sur des sélections millésimes qui sont beaucoup plus courtes. Sur les rhums de Marie-Galante, on a le 2008, 2003, 2005 et le vieil oublié. Après, on a fait un ambré et un 40 degrés. C'est tout. Et c'est des produits qu'on a sortis il y a 4 ans et pour l'instant, on n'a pas renouvelé. Voilà. Alors, on va passer à la dégustation du 2006. Alors, si vous voulez, vous pouvez rincer le verre avec du rhum blanc ou de l'eau. C'est comme vous voulez. Alors monsieur va ouvrir, apparemment il y a un petit rituel, va ouvrir la 2006. Apparemment c'est meilleur quand c'est moi qui ouvre. La prochaine fois, il y aura le vote. Donc tu peux lire le... Numéro 1 sur 621. Voilà, en fait c'est écrit à la main. On le fait à la main parce que tout simplement on est sur les matières sèches, tout se fait... on commande pas en Guadeloupe. Il n'y a pas de fabrication de bouteilles en verre en Guadeloupe. Donc sur la plupart des bouteilles sèches, des matières sèches, on le fait sortir de métropole. Donc on commande en grande quantité et on met les informations au fur et à mesure, comme je le disais tout à l'heure. Donc pour l'édition du 2002, de celle-là, c'est la bouteille numéro 1 sur 621. Donc en l'occurrence, normalement, vous n'aurez pas 2 ou 3 fois le numéro 1. C'est la seule. Non, je l'ouvre. C'est beau, là, c'est à lui aussi. Attends. S'il tombe bien, il n'y aura pas photo avec. C'est des mecs experts qui sont là. Moi-même. C'est bon. Mais je vais laisser monsieur servir parce qu'après on ça c'est... On sait pas encore. On va le découvrir ensemble de toute façon. Pas encore si c'est une fille ou un garçon. Alors sur le 2006, à la différence, je vais prendre la comparaison avec le 2002. Le 2006, on est sur une version de 14 ans. Alors, sur ce millésime-là, on est sur... c'est particulier, mais pas tant que ça au final. C'est qu'on est sur un millésime de 14 ans, mais de 3 fûts. Donc sur un blend de 3 fûts, 2 fûts de cognac, 1 fût de bourbon, de 2006. Important. C'est pas d'autres années. Le concept de millésime chez nous, on essaie de respecter. Donc on respecte. Sur ce millésime-là, donc le 14 ans, on est sur un assemblage de 3 vieux fûts, de fûts anciens. Donc en fait, ce qui va définir la palette aromatique d'un rhum vieux, c'est la qualité du rhum blanc, la qualité du fût, et ce qui a été contenu dans le fût auparavant. Là, on a utilisé, comme je disais, 2 fûts de cognac ancien et 1 fût de bourbon ancien.
Ça va se ressentir vraiment sur la dégustation. On est sur un brut de fût à 47 degrés 1, il me semble. Je vais vérifier. Comme vous dites, je l'ai goûté à la distillerie en sortie de fût. Et la bouteille, je ne l'ai pas encore ouverte. 47 degrés 8. Alors, j'ai quelques petits mots que le maître de chez m'a soufflé et qui, enfin, vous verrez sur la dégustation. Sur la dégustation, sur le vieillissement long, comme je vous disais, on va partir sur des complexités aromatiques très surprenantes. Plus c'est jeune, plus on va aller sur du fruit cuit, du fruit exotique, des épices. Plus il va vieillir, plus on va avoir des notions en bouche qui sont différentes. Le rancio. Un exemple concret, c'est le rancio chez nous, c'est la marque de fabrique des très vieux rhums, pardon. Le rancio, c'est quand vous rentrez par exemple chez un antiquaire ou une vieille bibliothèque, c'est l'odeur du vieux bois craqué que vous allez avoir. Et ce rancio, c'est un facteur, enfin un élément que vous allez retrouver sur la plupart de nos rhums très vieux. Alors le maître de chez, donc Jacques Laran de chez nous, dit souvent qu'il faut du bois pour faire vieillir le rhum vieux, mais il n'aime pas boire du bois. Donc ce qu'il cherche, c'est la subtilité d'avoir ces arômes de bois, donc le rhum qui est bercé, infusé dans le fût, mais sans avoir une saturation. J'en parlais tout à l'heure sur la courbe de vieillissement, fort en arôme, fort en alcool, faible en arôme, et avoir l'équilibre. S'il y a trop d'arômes, c'est pas bon. Si c'est saturé, c'est un phénomène qu'on peut caractériser, on en parlait, de tourbe, quand il y a un déséquilibre important entre les arômes et les alcools. Sur ce rhum vieux là, on est sur une sélection où justement le maître de chez s'est dit bon voilà, on va assembler les fûts. J'ai assemblé 2 fûts de cognac, il manque un petit côté fumé, on va mélanger et là il a dit bingo, on touche plus au produit. On va prendre le taux d'alcool et on le met en bouteille. Donc chez nous, par définition, tous les millésimes sont des éditions limitées. On me pose souvent la question, mais pourquoi vous ne numérotez pas les millésimes? Tout simplement parce qu'on fait de la mise en bouteille progressive. On ne va pas tout mettre en bouteille d'un coup. Sur la distillerie, tout est fait sur place. La mise en bouteille, tout. Donc en fait, quand on commence à faire par exemple le brut de fût, on va faire 1000 bouteilles. Après, on le laisse en foudre et on va mettre en bouteille du rhum blanc, de la liqueur ou un autre rhum vieux. Sur ce type de produit où il n'y a que 600 bouteilles, on a fait la mise en bouteille d'un coup. Donc on a pu estimer le nombre de bouteilles. C'est pour ça que c'est marqué à la main. On aurait pu l'imprimer, mais quand on a commandé les étiquettes, on n'était pas encore sûr. Donc, on est sur l'édition numéro 1 sur 621. Et donc, comme je vous disais, c'est la première bouteille qui va être dégustée. Alors, pour rincer vos verres, comme je vous disais, j'ai de l'eau. Vous pouvez rincer un peu avec du rhum, mais par contre, j'ai pas de crachoir. Donc, si vous rincez avec du rhum ou de l'eau, il faudra le boire. Alors, c'est aussi une sensation qu'on a évoquée avec le maître de chez, c'est qu'en fait, il est hyper explosif en arôme, mais il n'a aucune agressivité. Il est hyper soyeux. Alors, c'est assez rare sur les brutes de fût, et comme je vous disais, en fait, c'est rare qu'un brut de fût soit féminin. Et là, on est sur un produit qui tapisse. Alors, je vais le déguster aussi. Je vais le faire en direct. Mais oui, en fait, sur les notes de dégustation qu'on a mis, c'était vraiment ça, ce côté souple et pas agressif du tout. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la dégustation se fait en plusieurs étapes. Sur les rhums très vieux comme ça, sans l'oxygéner, je ne sais pas si vous avez vu, qui dégage déjà une forte intensité aromatique. Donc là, c'est la particularité des vieux fûts, c'est qu'en fait, ils ont été déjà tellement imprégnés qu'en fait, ils délivrent des arômes qui sont sublimes. On a déjà fait l'expérience, nous, nos vieux fûts, on les réutilise pour faire de la déco, donc notamment pour les restaurateurs. Et en fait, quand vous passez près d'anciens fûts biels, vous sentez vraiment ces notes de rancio. Donc le maître de chez, il a tendance à dire que le rancio, c'est le goût du temps. Plus c'est vieux, plus vous allez avoir ces notes de rancio. Donc c'est particulier, comme je disais aussi tout à l'heure. C'est pas plus le rhum est vieux, meilleur il sera. C'est très personnel. Et on en discute avec un groupe d'amis, notamment avec Eric. C'est des émotions. Le rhum, c'est des émotions. Un millésime, ce que vous allez goûter, ce que vous allez aimer, c'est par rapport à ce que ça va vous procurer. Moi, je vous dis ça, le brut de fût 2007,
Pour moi, c'est une pépite. Quand je l'ai goûté la première fois, je me suis dit waouh. J'ai goûté du 94, j'ai goûté tous les millésimes de bielle, du très cher, du très vieux. C'est super bon, j'adore. Mais les émotions sont différentes selon les millésimes que vous goûtez. Sur ce rhum vieux là, alors je ne l'ai pas encore goûté, en tout cas sur la bouteille. Mais déjà, comme je vous disais, une intensité aromatique au nez qui est explosive. Sur l'oxygénation, on n'a pas d'explosion d'alcool. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, généralement les rhums, quand on les agite, on a les esters et carbonates d'éthyle qui explosent au nez et aux yeux. Donc on a souvent cette sensation quand on boit, on dit ouh, qu'un senti fort. Comme pour le rhum blanc classique. Et plus on va l'oxygéner, plus ces parties volatiles vont partir et on va se concentrer sur les arômes. Sur ce rhum là, en l'occurrence, en agitation, j'ai rien. J'ai aucune agressivité. J'ai les arômes qui tapissent. Donc on est quand même sur du 47,8 degrés. Mis en bouteille à son degré naturel. Ça fait office de concentré. Toujours, je tiens à le répéter, je le répète souvent, sur un brut de fût, on est sur un concentré. Il n'y a pas d'ajout d'eau. Le rhum est assemblé, donc les 3 fûts, là en l'occurrence, et il est mis tel quel en bouteille. On évite également la filtration chez nous. Sur la plupart de nos produits, c'est marqué non filtré, où vous allez voir que plus il est vieux, plus il va avoir du dépôt. C'est volontaire, c'est pas qu'on est feignant. C'est que, en fait, quand on filtre un rhum, on va perdre justement en ester et en carbonate d'éthyle. Parce que le fait de filtrer, c'est qu'il y ait une filtration manuelle, surtout sur ce type de bouteille. Le rhum va être trop oxygéné et qui sera trop longtemps en contact avec l'oxygène. Donc on va perdre en intensité alcooleuse. Donc on évite de le filtrer. Donc vous avez toujours des petites particules de fût qui sont au fond et ça garantit justement une intensité alcooleuse à long terme. J'avais une question. Ouais. Quand vous preniez 3 fûts comme ça, 3 fûts, vous avez pris un cognac et 2 cognacs et un bourbon. Ouais. Et vous mélangez les 3 fûts dans quelque chose avant de les mettre en bouteille. Là en l'occurrence, normalement en fait on fait ce qu'on appelle le houillage. Le houillage, c'est quand on remplit un fût pour éviter qu'il y ait trop d'oxygène dedans par rapport à la part des anges. Le houillage, généralement, quand on part sur une lignée, par exemple les broutes de fût, on va partir sur 10 fûts, et à la fin on va en avoir 8. On va mélanger dans les mêmes fûts. Ouais. Sur celui-là, en fait, c'est un assemblage qui a été fait en foudre. Pour... À la fin, les 3 derniers fûts ont été mis en foudre. Voilà, en fait, c'est juste que le maître de chez, il a mélangé les 2 fûts de cognac. Il s'est dit, c'est pas mal, mais il manque un truc. Il a allé chercher, il a dit hop, un petit peu de bourbon. Et il a mélangé dans un foudre. Le foudre, c'est des fûts de plus de 600 litres. Ouais, c'est dans ça que vous faites l'embrée. L'embrée et surtout les assemblages. Ouais. Et c'est en fait sur le cahier des charges, c'est pas considéré comme du vieillissement parce que c'est plus de 600 litres. Mais en fait, le vieillissement est quand même effectif. Alors ça, c'est quand même, c'est quelque chose qui est évident, mais il faut le dire. À partir du moment où le rhum ou les alcools distillés est en contact avec le bois, le vieillissement est effectif. Donc plus c'est grand, moins ça sera effectif. Mais c'est quand même un phénomène où il y aura une perte d'alcool et un gain d'arôme. Et du coup, je voulais savoir, quand les 3 fûts sont mélangés, quand les 3 fûts sont ensemble, il reste combien de temps en foudre pour qu'ils puissent... Pas longtemps, c'est juste le temps de l'assemblage. En fait, il fait et sur le... En fait, on a plusieurs foudres chez nous. Et le maître de chez, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mélanger. Il va voir si c'est acceptable. Ou sinon, il va le remettre en fût en vieillissement. En fait, c'est comme si ça avait... En fait, pour le maître de chez, moi je le vois comme ça. C'est un cuisinier. Il a plein d'ingrédients. Ouais, moi je vois même plus comme un cuisinier. Il a plein d'ingrédients, plein de fûts de différentes années. Voilà, il va dire, bon, on fait des millésimes, ok déjà, je prends que les mêmes années. Mais je vais mettre un petit peu de boisé. Ça passe que du boisé? Non, ça passe pas. Bon, je vais rajouter un peu d'épicé. Et en fait, c'est ça. Et là, c'est ce qu'il a fait ce millésime-là. À la base, il était sur un soutirage que du fût de cognac ancien. Et il s'est aperçu qu'il manquait un petit truc pour avoir un équilibre qu'il cherchait. Et voilà, en fait, sur les foudres, généralement, on fait les assemblages pour les remettre en fût pour le vieillissement. Ou le soutirer et le mettre en bouteille. Et c'est pour ça que des fois, entre le moment du premier soutirage en foudre et la mise en bouteille, on est sur des produits un peu différents. Et notamment, par exemple, sur les broutes de fût. Les broutes de fût, là, le 2012, on est sur 3 embouteillages différents, 3 degrés différents et 3
3 couleurs, 3 teintes différentes, voilà. Alors juste pour information, ce rhum, c'est le coup de cœur du maître de chez et du directeur. Donc comme je vous dis, derrière chacun de nos produits, il y a une histoire. Ce rhum-là, en fait, quand on en a discuté après la fin de la récolte, ils m'ont fait goûter un... Alors des fois les discussions sont houleuses, hein, comme toute entreprise, des fois on râle, je fais bon alors voilà, j'ai pas eu mes verres, j'ai pas eu mes tulipes, qu'est-ce qui se passe? Et quand on m'a fait goûter ce rhum-là, je me suis dit waouh, j'ai arrêté de parler à un moment, j'ai dit attends, j'intègre ce que je viens de goûter et après on en discute. Et c'est vrai là j'ai eu une vraie émotion, en tout cas sur la première dégustation. Là j'ai pas encore goûté, hein, je laisse oxygéner un peu et j'attends que vous goûtez. Pardon? Alors moi ce que j'ai apprécié sur ce rhum là, alors c'est vrai que je suis adepte des rhums forts en alcool, mais alors là en fait c'est vrai que j'ai pas encore évalué vraiment la longueur en bouche, mais ce que j'ai apprécié c'est qu'il reste vraiment longtemps posé sur le palais. Voilà, et ce qui est intéressant sur les rhums de dégustation, c'est ça, c'est ce phénomène de dire bon ben je prends un verre, mais le verre il va me durer un quart d'heure minimum ou plus ou moins selon le temps, parce que voilà, les rhums de dégustation c'est des instants de plaisir en général. Alors sans rentrer dans le cliché du cigare, voilà c'est Noël, on est près de la cheminée en métropole, on prend un petit rhum vieux, non. Mais en fait, moi c'est vrai que des fois que j'en ai besoin, de me poser, d'éteindre mon téléphone, de prendre un verre, pareil, j'ai pas mon doseur mais j'évalue un peu, et je suis posé, je bois et en fait je vais préparer mon palais, les arômes vont exploser en bouche et quand ils commencent à disparaître, je reprends une toute petite gorgée. Et c'est vrai que on prend tous de l'âge et on a tendance à voir que plus on vieillit, plus on va délaisser la quantité et aller sur de la qualité, se faire plaisir. Voilà, quand j'étais étudiant, voilà, nous c'était que ça. C'était voilà, et il fallait que ça soit marqué 59 dessus. Mais voilà, après chez moi, comme je vous disais, j'ai que des bouteilles ouvertes. Et je sais qu'en fonction de mes humeurs, je vais prendre quelque chose. Sur ce rhum-là, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ça, qu'on n'a pas l'agressivité de l'alcool, mais on a ce phénomène qui tapisse le palais et qui reste. On a une sensation en bouche. Ça nous fait voyager un peu. Donc, vous voyez, par rapport au premier où on a goûté, on n'a plus du tout le côté canne à sucre en bouche. Ça a disparu. La canne n'est pas là. On part sur des notes, alors personnellement, je pars sur des notes intenses en bois. Le rancio est très présent. On n'a pas non plus une charpente intense. Donc, charpente, généralement, il faut vraiment songer aux petites échardes quand ça pique un peu. Mais on part sur des notes, j'ai des petites notes de fruits qui vont exploser un peu en bouche, des petites notions. Et on va partir sur, justement, après de l'empyromatique un peu plus intense, donc de l'épice. Et on a cette petite marque de fabrique de bielle qui est toujours un peu présente, c'est ce petit fruit cuit qui apparaît à un moment ou un autre. Ça c'est très propre à Bielle. Sur tous les millésimes qu'on a, donc ça peut être du pruneau, du raisin, de la date, on a toujours cette sensation de fruit cuit. Et là je l'ai vraiment qui reste en bouche. Alors là j'ai pris juste une petite gorgée, je l'ai encore. Donc je pense que c'est aussi le masque qui joue. Mais voilà, c'est explosif. Alors, comme je vous disais, en fait, moi, c'est une investigation aussi pour moi, c'est de savoir ce que vous en pensez. Je travaille sur la distillerie, enfin, on travaille sur la distillerie, et on n'est pas forcément hyper objectif quand on est bercé dans un milieu en permanence. Nous, votre ressenti, pour nous, c'est important. Donc c'est pour ça que là, pour ceux qui ont goûté, ou qui sont en train de goûter, j'aimerais juste savoir si ça vous a plu ou pas. On peut toujours bien. Ouais. Moi j'aurais dit pas que ça. Non mais là en fait c'est ça. Alors moi ce que j'essaie de faire c'est, alors comme je vous dis, on met tous un peu notre grain de sel, en tout cas dans la distillerie. Et c'est vrai que pour la sortie j'aurais aimé qu'on fasse un prix symbolique. La distillerie est un peu contre parce que justement ils veulent pas que tout parte d'un coup. Mais bon, après, comme je vous disais, c'est un produit que je trouve exceptionnel. Et c'est vrai que moi j'aurais bien aimé avoir ça à Noël chez moi. Ouais. C'est un peu plus délicat. Alors c'est ça, parce que le 2002, il avait 12 ans de vieillissement.
Donc moins de complexité aromatique, il était à 52 degrés d'alcool. Donc c'est vrai qu'on avait plus cette longueur, ce côté épicé qu'elle allait sortir. Là, j'avoue que les arômes ont vraiment pris le dessus sur les alcools. Et c'est pour ça que je trouve que pour un brut de fût, il est hyper féminin. Parce qu'on a vraiment plus de rondeur, de souplesse. Ça tient en bouche et en fait, ça reste en bouche. Et c'est... Alors justement, ce que je disais, en fait, c'est pas... Quand je parle de personnalité du produit, c'est pas que c'est quand c'est féminin ou masculin que le rhum féminin va plaire aux filles et le masculin au garçon. Mais par contre, on a vraiment, comme j'ai... Bien sûr, allez-y. Madame, alors, est-ce que vous pouvez donner juste vos impressions par rapport à cette dégustation? Je me trouve assez parfumé. D'accord. Et au niveau du goût, il est très fort, facilement donc enfin plus D'accord. pas comme ça. D'accord. Et vous voyez, par rapport à ce qu'on a goûté avant, on a vraiment plus de piquant, de sec sur celui-là. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus gourmand. Vous voyez, c'est, comme vous avez dit, en fait, on n'a pas ce côté, on a plus ce côté bonbon en bouche, en fait. Je continue. Bonsoir madame. Alors, donnez-moi vos impressions sur ce dernier verre. Je n'ai pas de vraies impressions parce qu'en fait, c'est ma première fois en fait dans une masterclass. Je découvre. Ce soir. Mais c'est vrai que ça prend en fait. Alors moi, ce que j'aime bien justement sur la dégustation actuelle, c'est que comme je disais, en fait, il n'est pas agressif, mais je sens qu'il me chauffe un peu le gosier. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est aussi ces ressentis, donc ça peut être émotionnel, mais c'est aussi physique. C'est-à-dire qu'on a bu quelque chose qui est explosif en arôme, mais on sent que ça chauffe le gosier, donc on sent quand même qu'il y a de l'alcool. Et moi, c'est important, la place de l'alcool sur la dégustation, le ressenti est très important. Plus le rhum va vieillir, plus on va avoir cette sensation que le rhum va être un peu liquoreux, qui va tapisser la bouche et qui va glisser. Mais il faut quand même ressentir les alcools, parce qu'après, on ne marche plus très droit. Donc voilà. Est-ce que vous avez... Moi, j'aime bien les rhums assez doux. Et c'est vrai qu'ils se laissent boire tranquillement autour de mon petit verre, entre de bons amis. Ce sera quelque chose que j'arrive à ma table. Madame a planté le décor. En fait, c'est ça, c'est que, vous voyez, comme je disais, c'est vrai que moi, là, je suis vraiment sur une dégustation. Sur du 2 centilitres, en fait, j'ai bu 2 petites gorgées dessus, je les ressens encore. Et j'ai pas forcément le besoin de reprendre tout de suite. Généralement, en fait, sur la dégustation, c'est mon métier, on va dire, mais je bois beaucoup. Et j'évalue sur le rhum, généralement, je me dis, quand je prends un rhum où toutes les 10 secondes, je dois reprendre un verre, j'ai une certaine frustration, je me dis, mais bouteille-là qui fine vite. Mais alors que sur des rhums qui ont une bonne intensité, et généralement on l'obtient sur un équilibre, comme je vous disais, soit fort en alcool, soit hyper équilibré sur les arômes, là j'ai vraiment cette sensation. On est sur du 2 centilitres. Alors comme je vous disais, je suis désolé, je ne veux pas aller au-delà parce que sinon je vais me faire taper par les cavistes. Mais voilà, je tenais vraiment à vous faire goûter. Et comme on disait avec Johan, on voulait vraiment vous proposer quelque chose d'inédit. Donc on continue à déguster. Moi, j'ai pas fini mon verre. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça semblait en fait la totalité des fûts. En fait, il prend peut-être 30% de... Non, généralement, c'est vraiment la totalité. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup de savoir-faire, mais c'est aussi quelque chose d'assez éprouvant. Alors, il faut savoir, je fais toujours un peu des dédicaces à mes collègues, mais le maître de chai, il a une place très importante, c'est les signatures sur les millésimes. Mais la personne qui manipule les fûts et qui fait toutes les opérations, c'est une fille qui a mon âge, qui s'appelle Shirley, et qui fait un travail de folie. Et le fait si on prenait que des petites parties de fûts, ça aurait été trop minutieux. Alors, il y a un phénomène, il y a quelque chose qu'on fait sur la distillerie, c'est des sélections de samples. On va sélectionner, et sur certains samples, donc par exemple sur du 20 centilitres, c'est déjà arrivé qu'on fasse des assemblages. On se dit, on va mélanger le fût 140 avec le fût 300 par exemple, pour voir ce que ça donne. Mais si on fait un assemblage au total, on mélange tout. Parce que vraiment, c'est vraiment que, je vous dis, moi j'ai fait l'avantage de la distillerie, je vous dis, j'ai fait toutes les parties de la distillerie. Et la partie quand on doit manipuler les fûts,
C'est éprouvant. C'est 5 h du matin, il faut faire rouler les fûts, il faut aller monter à l'étage, ouvrir les fûts, prendre les vapeurs. Bon, c'est super passionnant, mais c'est un métier qui est très physique. Ça va? Vous avez été satisfait? Est-ce que vous avez apprécié au moins l'un des deux ou les deux millésimes en avant-première? C'est bon? Alors du coup, comme je tenais quand même à remercier vraiment le Club Rhum Guadeloupe, c'est vrai qu'on est en contact, pas en permanence, parce que la polyvalence, ça a ses avantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients. Mais voilà, en fait, je vous remercie, donc les organisateurs et à vous, membres, et aussi à la Librairie Générale de nous accueillir, parce que c'est vrai que c'est pas, surtout sur les périodes de Noël, c'est pas simple à mettre en place. Et c'est aussi le côté humain qu'il y a derrière, c'est qu'on a eu des échanges, on s'est dit non, on veut faire plaisir, on essaye de faire plaisir, et on a essayé de cibler au mieux. Donc c'est vrai que, bon, forcément, je suis arrivé avec mon petit doseur, ça ne fait pas forcément plaisir, mais c'était vraiment pour que le côté exclusif soit mis en place. Pour information, ce rhum-là, je l'ai fait en dégustation cette semaine aux Ignorants, à la Marina. Mais celui-là, vous êtes vraiment les premiers, enfin, monsieur est le premier à ouvrir une bouteille de 2006, en tout cas. Voilà. Et juste pour vous dire, en fait, même sur la distillerie, il y a des gens qui voulaient m'échanger cette bouteille-là parce qu'eux, ils avaient le numéro 3 ou 4 de la bouteille, quoi. Mais le directeur tenait vraiment. Ouais, mais bon, j'essaie de pas tricher. Après, ouais, c'est sûr. Non, j'essaie de pas tricher. Mais il faut savoir qu'il y a sur les 600 bouteilles, elles ne sont pas 600 sur la Guadeloupe. On a de la demande qui est exponentielle sur l'Europe, notamment en France, mais sur beaucoup de territoires comme le Japon et d'autres endroits où ils aiment bien les alcools premium. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir la majorité du stock, mais on est obligé aussi de satisfaire tous nos revendeurs. Donc voilà, merci messieurs, dames. Je reste encore peut-être 15-20 minutes, donc si vous avez des questions, je vais juste déposer le micro et on pourra discuter, il n'y a pas de souci. Donc on laisse le mot de la fin à Yoann, président. On voulait juste vous remercier, c'est la dernière masterclass de l'année. Donc on a eu le Covid, ça a ralenti beaucoup de choses. En tout cas, on voulait vous remercier tous les adhérents. Donc on remercie surtout beaucoup Nicolas, parce qu'il a organisé ça en moins de 2 mois chrono. Il m'a dit pas de soucis, on se gère un truc, t'inquiète. Enfin, dès que Nicolas m'a dit t'inquiète, je m'inquiète pas trop. En général, la dernière masterclass m'a dit j'ai pas ça, mais t'inquiète. Et ouais, on s'est pas inquiété beaucoup quand on arrive. Donc merci beaucoup à Nico, et puis merci à vous, et puis encore une fois, bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci à Davy et à Morgane de la Librairie Générale pour l'organisation toujours impeccable. Donc merci beaucoup. Donc si vous avez aimé, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne.